verrez pas leur visage, vous ne connaîtrez pas leur vrai nom, mais vous allez entendre leur récit, leur révolution. Ces Iraniennes nous ont fait parvenir ces vidéos. Des témoignages qui peuvent les envoyer en prison, peut-être leur coûter la vie. Des histoires précieuses qui nous arrivent au compte-gouttes. Parfois, on est déconnecté d'Internet pendant 10 heures. Si je veux passer des appels, ils peuvent tout écouter. On utilise des noms de code. On a peur tout le temps. On peut être enlevé en pleine rue, envoyé en prison, torturé et violé. Même un chauffeur de taxi qui te pose des questions, il ne faut pas répondre et changer de sujet. Il y a des écoutes partout. J'ai fait ce film pour vous montrer que je vais dehors sans hijab et en moto. Si quelqu'un voit ce film, on peut très facilement me retrouver. Des Iraniennes étouffées par un système qui essaye de museler leur soif de liberté, d'éteindre la révolte qui peu à peu embrase tout le pays. C'est la première fois peut-être dans 43 ans qu'on voit si clairement des milliers de gens dans la rue demander la fin du régime. Un régime contesté, partout, tout le temps. Dans les rues de Téhéran, de jour comme de nuit, des milliers d'Iraniens manifestent quasi quotidiennement. Certains mettent le feu aux pancartes de propagande. D'autres hurlent leurs slogans pour réclamer la liberté. Aux quatre coins du pays, le mouvement s'étend. À la frontière du Pakistan, la foule, unie, en route pour la prière du vendredi, improvise une manifestation. Une volonté de changement, de transformation profonde de l'Iran, réprimée dans le sang. Ici, à balles réelles. Depuis le 16 septembre, l'Iran tout entier bascule, s'enfonce dans ce qui ressemble de plus en plus à une révolution, que le pouvoir en place semble résolu à réprimer et à cacher aux yeux du monde. Nous l'appellerons Aïda. C'est la première vidéo qu'elle nous a envoyée. Cette étudiante veut nous montrer une scène a priori banale, mais qui en fait symbolise le vent de révolte qui souffle sur l'Iran. Face à son miroir, elle se prépare à transgresser un interdit. Avant de sortir, elle se maquille, se coiffe et s'habille sans respecter le code vestimentaire imposé aux femmes iraniennes. Je devrais porter quelque chose de plus long. Mais je veux porter ce vêtement. En vrai, mon pantalon ne doit pas être aussi moulant, mais moi j'aime bien. Et j'aime bien mettre mon foulard comme ça aussi, très lâche. En plus, j'ai lissé mes cheveux. J'aime les laisser longs comme ça. J'aimerais être l'égale de l'homme. J'ai peur de sortir comme ça, mais je vais le faire. Je veux montrer que je suis une résistante. C'est mon ambition. Pour la première fois, elle ose marcher dans la rue dévoilée. Ce jour-là, elle se rend à l'université et arrive dans une salle de classe totalement vide. Sur le tableau, le slogan de la révolution. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de grève. Quasiment plus personne ne vient à l'université. Et ceux qui décident de venir, comme moi, on ne veut même pas aller en cours. Les professeurs voient qu'on n'a plus peur. On ne met plus de voile. On s'habille comme on veut. Pourtant, en Iran, dans l'espace public, les femmes sont obligées de se voiler sous peine d'être arrêtées. C'est ce qui est arrivé à Mahsa Amini le 16 septembre dernier. L'étincelle
à l'origine de la révolte. Cette jeune femme de 22 ans, foulard sur la tête, est interpellée et emmenée dans ce commissariat de Téhéran pour n'avoir pas assez couvert ses cheveux. Impossible de savoir avec précision ce qu'il s'est passé durant son arrestation. Mais à son arrivée, on la voit ici sur ces vidéos de surveillance fournies par le régime, s'effondrer dans le hall du commissariat. Elle décédera 3 jours plus tard. C'était la goutte qui a fait déborder la vase. Mais je pense le fait que cette fille n'avait rien fait. Ce n'était pas une opposante, elle n'avait pas défié le régime. Symboliquement, ça montrait que personne n'est en sécurité. Pour les Iraniens, aucun doute, Mahsa Amini est une victime de la police des mœurs. Cette unité qui, depuis 40 ans, sème la terreur dans les rues du pays. Comme ce jour-là, où ces femmes vêtues de noir procèdent à une interpellation. Aujourd'hui, ce quotidien, cette peur et cette insécurité permanente, la jeune génération n'en veut plus. Alors, comme un signe d'émancipation, les femmes retirent leur voile, dansent dans les rues en le faisant voler au-dessus de leur tête, le brûlent parfois. Ou coupent leurs cheveux en public en criant Azadi, liberté. Des vidéos, mais aussi cette photo qui a fait le tour du monde. Cette jeune femme pose sur la tombe de sa mère, tête rasée, ses cheveux dans la main. Roya Pirahi est devenue une icône de la révolution. Cette étudiante en architecture de 25 ans a réussi à fuir l'Iran après s'être cachée pendant 3 semaines. Elle a trouvé temporairement refuge en France. Sa vie a basculé 3 jours après la mort de Mahsa Amini, lorsque sa mère décide de se rendre à une manifestation. Après plusieurs heures, ne la voyant pas rentrer, son père et ses tantes partent à sa recherche. Quand ils sont rentrés à la maison, ils pleuraient, ils criaient. Ils m'ont dit que ma mère était morte, qu'ils l'avaient tuée et que je n'avais plus de mère. J'étais tellement traumatisée. J'ai commencé à me frapper. J'ai couru hors de la maison en hurlant dans la rue que la République islamique avait tué ma mère. Ce sont les forces de sécurité qui ont tiré sur elle avec un fusil à pompe. Elle a reçu 167 billes de plomb dans son corps. Le jour de son enterrement, Roya ne trouve pas la force de s'exprimer. Elle se jette dans la fosse pour étreindre une dernière fois le corps de sa mère. Dans les jours qui suivent, dévastée, inconsolable, elle va improviser ce geste qu'elle ne s'explique toujours pas aujourd'hui. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais j'étais dans un tel état de panique que j'ai juste attrapé des ciseaux et j'ai commencé à couper mes cheveux à la racine. J'avais presque fini quand ma famille m'a vue et m'a repris les ciseaux. J'étais assise sur le sol en train de pleurer et sangloter. Puis 7 jours après la mort de ma mère, nous sommes allés au cimetière pour une cérémonie. J'ai apporté mes cheveux et j'ai demandé à quelqu'un de me prendre en photo à côté de la tombe. Je tenais mes cheveux dans une main et je fixais l'appareil photo. J'ai voulu montrer ma colère et ma douleur au travers de cette photo et non par des mots.
Roya laisse derrière elle un pays dans lequel la fièvre ne retombe pas. Partout, les protestations s'intensifient, jusque sous terre. Dans cette station de métro du nord de Téhéran, des Iraniens font brûler un voile au-dessus des voies en criant. Lorsque soudain, la police fait irruption, provoquant un mouvement de foule. On entend au loin l'impact des tirs de paintball, des billes de peinture ou de caoutchouc utilisées par les policiers. À l'intérieur des rames, les manifestants hurlent de plus belle. Et assistent, impuissants, à l'intervention des forces de l'ordre, qui vont et viennent avec leurs armes. Dans le métro, les usagers se baissent sous les vitres pour ne pas être touchés. Mais parfois, les policiers s'introduisent même dans les wagons, comme ici dans cette voiture réservée aux femmes. Certaines, installées à l'intérieur de la rame, sont violemment prises à partie et frappées. Pour éviter la répression policière, les habitants de Téhéran ont trouvé une parade. En pleine nuit, depuis la sécurité relative de leur balcon, ils hurlent ces slogans hostiles au régime. La nuit, c'est aussi le moment qu'a choisi Dina, une architecte de 38 ans, pour manifester. Elle nous a envoyé ces images. Autour d'elle, les klaxons de dizaines de voitures. Encore une façon pour les Iraniens de protester, bien conscients que malgré l'heure tardive, la menace est partout. Les policiers sont là et attendent qu'il se passe quelque chose. Derrière sa fenêtre, elle repère les forces de l'ordre qui surveillent les contestataires. La police s'est arrêtée. Ils sont devant l'entrée du marché de Tadrish. Toutes les forces spéciales se sont arrêtées ici, avec leurs voitures pour surveiller. Malgré tout, malgré les risques, elle descend de sa voiture pour continuer à manifester, à pied cette fois, sans son foulard. Dans leur viseur, un homme, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution iranienne. Le voici, à 83 ans, entouré de ses partisans. Ceux qui ont planifié ce mouvement et descendent dans la rue en connaissance de cause ont coopéré avec l'ennemi et sont en lien avec des services étrangers. Ils ont commis des crimes. Et quiconque est impliqué dans ce mouvement et dans ces crimes sera puni. En poste à vie, ses décisions s'imposent à tous. Il prétend détenir son pouvoir de Dieu et reste encouragé par les Iraniens les plus conservateurs, ceux présents dans ces manifestations organisées par le régime. À mon avis, il faut agir fermement contre les personnes qui dirigent ces manifestations. Le hijab fait désormais partie de la loi dans notre pays. Et à mon avis, des martyrs ont sacrifié leur vie pour qu'on porte le hijab. Et il restera avec nous. Combien sont-ils réellement à soutenir le pouvoir en place? On l'ignore, mais de plus en plus de commerçants gardent régulièrement leur rideau baissé en solidarité avec les manifestants. Partout, des hommes se joignent aux femmes. Les parents rejoignent les étudiants et tous s'en prennent au portrait du guide. Quotidiennement, ils sont caillassés, brûlés,
ou conspués, comme dans cette salle de classe. Dans la province de Markazi, les protestataires vont même plus loin. Ici, c'est l'ancienne maison d'un autre ayatollah, le fondateur de la République islamique d'Iran, qui est incendiée. Un symbole, un de plus, preuve qu'en quelques semaines, la théocratie iranienne est devenue une cible pour des milliers d'habitants. Pour l'illustrer, sur les réseaux sociaux, un défi a fait son apparition. Il est surnommé le jeu du turban. La règle est simple. En pleine rue, il faut arriver à retirer d'un revers de la main le turban des mollahs. C'est le religieux qui gouverne, donc qui a la légitimité divine pour gouverner. Ils ont été très, très longtemps intouchables en Iran. C'était inimaginable pour des jeunes de s'imaginer aller dire même quelque chose à un religieux. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un geste symbolique, c'est la puissance des images. C'est aussi les jeunes qui montrent qu'ils sont prêts à tout, qu'ils n'ont plus peur. Un pouvoir qui réprime, dans un huis clos glaçant, grâce à son bras armé. Des miliciens en moto qui s'infiltrent partout. Ils sont appelés les Bassidji. Ce sont eux qui sont à la manœuvre sur cette vidéo du 30 octobre dernier, dans un quartier du sud de la capitale. Roué de coups, ce manifestant essaye de se protéger comme il peut. Mais en vain. C'est un déchaînement de violence qui se poursuit à l'abri des regards. Les miliciens pro-régime entraînent leurs victimes à l'intérieur d'une propriété privée. Des policiers à moto lui roulent dessus. Puis l'achèvent. Une manière de susciter la peur, comme un avertissement à tous ceux qui osent s'élever contre le pouvoir en place. Les plus insubordonnés sont interpellés, certains même disparaissent d'un seul coup. En région parisienne, nous rencontrons Shabnam. Installée en France depuis 36 ans, ça fait un mois qu'elle n'a plus aucune nouvelle de son cousin Toumash. Voici la dernière photo de lui, juste après son arrestation, à 3h du matin, par les gardiens de la Révolution. On sait que la confrontation a été violente. On sait qu'ils étaient pas moins d'une cinquantaine de gardiens de la Révolution armés jusqu'aux dents. Évidemment, Toumash ni aucun de ses amis, ils étaient armés. Après les faits, ceux qui ont pu en fait s'introduire dans la maison ont vu des traces de sang partout. Toumash est conduit en prison. Ce rappeur reconnu est une figure emblématique de la contestation depuis des années. Il s'adresse au gouvernement. Il dit « Ce pays ne vous appartient pas. Ce pays appartient au peuple iranien. Et vous n'avez aucun droit de faire ce que vous faites, en fait. » Donc là, il fait un appel à la révolution. Il a dit « On préfère brûler que de laisser tomber cette révolution. » Il dit que oui, la liberté, ça coûtera cher. Il y aura beaucoup de tués, effectivement, mais qu'ils ne lâcheront rien. Ces textes ont fait de lui une cible à abattre pour le pouvoir. Nous savons notamment que le gouvernement a récemment voté une loi pour exécuter tous les détenus qui ont protesté, qui sont emprisonnés.
et Toumaj serait en tête de liste. Donc sa vie est en danger. Nous n'avons pas de contact direct, mais nous avons appris aussi que depuis une semaine, il a entamé une grève de la faim et qu'on lui a brisé les doigts. Donc les tortures continuent et voilà, nous sommes extrêmement inquiets. Nous demandons la libération immédiate de Toumaj ainsi que de tous les prisonniers qui risquent d'être exécutés parce qu'ils ont manifesté pour la liberté. Plus de 15 000 personnes ont déjà été arrêtées. La répression du régime semble désormais sans limite. Sur ces images filmées au Kurdistan iranien, les manifestants multiplient les insultes. Et dans leurs mains, ils tiennent des pierres, devenues pour eux des armes. Sur cette autre vidéo, leurs adversaires, ces hommes en treillis, des gardiens de la révolution lourdement armés. On aperçoit des kalachnikovs. Plus loin, cet homme est à terre. Là, des blessés. Que le régime semble aussi déterminé à traquer sans pitié. À l'abri, dans cette pièce secrète que nous avons été autorisés à filmer après plusieurs jours de négociations, Bahram, 28 ans, récupère peu à peu de ses récentes blessures. Ici, ça fait mal? Oui, doucement, doucement. Sur les 200 balles de plomb qu'il a reçues, il lui en reste encore 138, que cette infirmière ne parvient pas à déloger. Moi, j'ai uniquement les équipements basiques pour éviter l'infection. Mais là, ce monsieur a besoin d'aide pour être hospitalisé. Il lui faut de la chirurgie, c'est vraiment dangereux. Et moi, je ne peux pas faire plus que ça. Impensable pourtant d'aller dans un hôpital classique, car Bahram est un opposant, recherché par les gardiens de la Révolution, qui en octobre dernier, lors d'une manifestation dans le Kurdistan iranien, lui tire dessus et l'arrête. 5 ou 6 policiers me sont tombés dessus et ils m'ont roué de coups. À la fin, je ne pouvais plus marcher. Ils m'ont pris par le pied, ils m'ont attaché à la voiture et ils m'ont traîné sur 200 ou 300 mètres, à tel point que je n'avais plus de vêtements. Puis ils m'ont transféré à la police des mœurs et sur le trajet dans la voiture, ils ont continué à me tabasser avec des coups de pied. Ils m'ont frappé avec tout ce qu'ils avaient sous la main. À son arrivée au poste de police, il est laissé pour mort. Sauf que Bahram respire encore. Il parvient à rejoindre un hôpital. On m'a dit, on ne va pas t'aider, tu es un opposant politique. Je suis même allé à l'hôpital de Téhéran et pareil, ils m'ont dit que les médecins avaient reçu l'ordre de ne pas aider les manifestants. Seule solution pour lui, se cacher, en attendant d'être de nouveau sur pied. Tu penses que je vais aller mieux ? Oui, tu iras mieux car tu te bats pour notre liberté. Vraiment, tu as beaucoup de courage. Un jour, on sera libre. On sera ouvert au monde. Une détermination sans faille. Si je peux remarcher, je retournerai manifester dans la rue. Moi, je suis prêt à donner ma vie. On est prêt à donner notre vie pour notre ville, pour notre pays, pour l'avenir de l'Iran. Depuis le début du mouvement, selon l'ONG Iran Human Rights, 416 personnes ont été tuées. Parmi elles, une cinquantaine d'enfants et d'adolescents.